Alors, on va parler de ce programme maintenant, dans le détail de ce programme Fastline. Une fois que l'on a dit cela, on fait comment concrètement? Premier point, c'est que d'abord on a donné un nom au programme. Alors on l'a appelé Fastlane, pour ceux qui prennent l'avion. Vous savez que Fastlane, c'est bigrement utile, surtout quand on rentre le vendredi soir et qu'on voudrait vite passer la sécurité ou le contrôle du passeport. Quand on a le droit à Fastlane, on est quand même plus content que tous ceux qui font la queue avec leur sac à dos. Donc on a dit, il nous faut un programme qui va accélérer notre capacité à délivrer les résultats. Donc on veut y donner une dimension de rapidité d'exécution, qui est un élément important. Donc on l'a appelé Fastlane. Et on a fait d'abord quelque chose d'assez classique, que tout le monde connaît. On a créé ce qu'on appelle un PMO, c'est-à-dire un Project Management Office. Donc on a créé une équipe de chefs de projet avec un patron qui est dans mon équipe pour animer la gestion des projets qui concernent la transformation. Je vais vous l'expliquer après. Mais vous avez besoin de le faire. Vous ne pouvez pas, quoi que vous racontiez dans le reste de l'histoire, avoir quelque chose qui ne crée pas une discipline et une structuration. Donc, Fastlane, création d'un PMO. Mais au-delà de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé que notre histoire devait être articulée autour de 3 fondamentaux mentaux. Alors, un de mes dadas, c'est le travail sur ce qu'on appelle les modèles mentaux. Et quand on est en transformation, c'est un élément déterminant. Et donc, on a choisi que notre dynamique de transformation serait articulée autour de 3 logiques qui, chacune, sont articulées autour de 2 thèmes. Premier thème, il faut que l'on puisse remettre en cause, sans tabou, ce qu'est notre business model d'aujourd'hui et ce qu'est notre modèle mental. Là, il y a un premier message qui est extrêmement important. Beaucoup de dirigeants sont ouverts et intéressés à travailler sur la modification du business model. En plus, c'est à la mode et il faut vivre avec son temps, etc. On va disparaître, dinosaures, enfin, vous connaissez toutes les histoires. Très peu sont capables de faire le lien entre une révision de business model et une révision de modèle mental. Si vous ne travaillez pas le modèle mental de l'entreprise, vous n'aurez pas d'alignement dans la transformation, puisque le mental ne sera pas là pour accompagner ce que vous racontez. Je vous donne un exemple pour chez nous. Vous allez dans une station à Roissy, et puis vous discutiez avec les gens dans la station, puis vous leur disiez « Comment vont les affaires ?» Les gens vous disent « Ça va bien. » Pourquoi? Ben là, il y a des voitures, on a la dernière Renault, la dernière Peugeot, la dernière Citroën. Si un client vient, c'est sympa, on peut lui donner une voiture, et en plus, on va même lui permettre de choisir. Vous lui dites « Qualité de service client, top, bravo. » Donc ça va. Deuxième étape, comme vous faites transformation, dans la première étape, c'est dirigeant Europcar, donc vous dites bravo, c'est bien, donc côté motivation. Deuxième élément, transformation. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? Est-ce que vous pouvez remplacer les voitures par des euros, des billets de banque? Oui. Est-ce que vous voyez les billets de banque sur le parking? Oui. Si c'était votre pognon, est-ce que vous laisseriez les billets de banque sur le parking? Ah ben non. Vous feriez quoi? Ben je le place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va aller voir des investisseurs pour leur demander de l'argent en leur disant on va mettre votre pognon sur le parking. Je ne suis pas sûr qu'ils vont nous le prêter. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la voiture, elle ne doit pas être là. Oui. Donc, ben, elle doit être sur la route. Oui. Ça veut dire quoi? Ben, il faut qu'on puisse dire à des clients, il n'y a plus de voiture. Oui. Ben, il fallait qu'ils réservent. Ben, je dis oui. Quand vous allez dans une ville, vous réservez un hôtel. Vous ne faites pas le tour de la rue en regardant si dans l'hôtel, vous avez une chambre de libre ce soir. Vous réservez. Ben, si vous voulez la voiture avec, vous réservez. Vous n'avez pas réservé, il n'y a pas de voiture. Donc, il faut accepter culturellement de dire non à un client et de ne pas être malade parce qu'on perd le client. Parce que c'est un processus éducatif du client de vous réserver si vous voulez une voiture, sinon il n'y en a pas. Deuxième élément de ce plan de transformation, alors là on a beaucoup travaillé avec une logique, en partie avec une logique que certains d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle Blue Ocean Strategy, donc ce qu'on appelle l'océan rouge et l'océan bleu, donc, qui est une théorie qui a été développée à la fois par des professeurs qui sont Harvard, Stanford et puis l'INSEAD, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Sur ça, si on fait assez simple, et je vais faire le lien avec nous, l'océan rouge, c'est pour une base de clients donnée, les concurrents se mettent sur la tête en permanence.
et qu'à force de se mettre sur la tête, il y a du sang, et comme il y a du sang, ben, l'océan il est tout rouge. C'est-à-dire qu'on se bagarre sur le même territoire, et à un moment donné, on s'épuise, on se fatigue, et c'est comme ça qu'il y a des gens qui disparaissent. L'océan bleu, c'est de se dire, il existe un autre territoire, qui est ce qu'on appelle les non-clients, où là, on se moque totalement de savoir s'il y a de la concurrence. Le gâteau, il est tellement gros que si on en prend un morceau, on va se porter mieux. Là aussi, je vous donne un exemple. Nous avons, comme nous sommes leaders européens, la plus grande base de données clients-location. 6 millions de clients. Pareil, même exemple que Roissy tout à l'heure. Top, super, belle base. Puisque 6 millions de clients, ça vaut le coup pour nous. Bien, combien de personnes ont un, parce que pour louer une voiture, il faut un permis de conduire. Combien de personnes ont le permis de conduire en Europe? Intéressant à savoir. D'après la Commission européenne, 300 millions. Combien de gens viennent en Europe passer leurs vacances? D'après la Commission européenne, 280. Alors on arrondit 600 millions. Donc d'un côté, nous avons une des plus belles bases de données. Cette base de données, c'est 1% des gens qui ont un permis de conduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis aux gens, on doit aller chercher 1% des gens qui ont un permis de conduire, en se disant comment je peux leur offrir une expérience de conduite, de mobilité au moins une fois dans l'année, je double ma base de données. Donc potentiellement, je double mon chiffre d'affaires. Ça vaut peut-être le coup qu'on se remue. Et après, j'ai les non-clients qui sont ceux qui n'ont pas de permis. D'où les expériences de chauffeurs. Donc là-dessus, dans beaucoup de pays, on a ce qu'on appelle chauffeur drive. Donc c'est un élément qui est extrêmement important sur ça. Et puis ben, aujourd'hui, vous avez l'expérience de Uber. Ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut qu'on accède dans notre transformation à des éléments de technologie qui nous permettent de faire la même chose. Donc on est en train de bouger le modèle vers un modèle qui n'est pas simplement j'ai une voiture et je la loue, mais j'ai une voiture éventuellement avec chauffeur, où je mets à disposition la voiture dans un système de car sharing. On a acheté récemment une société qui s'appelle Ubico, qui travaille beaucoup avec les entreprises et qui permet de faire ce partage d'entreprises. Donc ça, c'est un élément important. Troisième territoire sur notre plan de transformation, là, c'est un élément encore plus pragmatique. On se doit d'avoir un équilibre sain entre une discipline qui concerne les coûts et notre capacité à générer de la valeur. Ça, c'est un sujet qui est toujours intéressant, parce que les gens qui sont prêts à vous demander de l'argent pour dépenser parce qu'ils ont plein d'idées, il y en a partout dans l'entreprise. Il faut discipliner ça. Dans ce secteur-là, on a pris une décision, par exemple, c'est de créer un centre de services partagés. Création d'un centre de services partagés, ça fait un peu de remous, notamment avec les syndicats. Parce que généralement, ils n'ont pas le même point de vue que nous. Bien. Le centre de services partagés a ouvert le 1er janvier 2014. Nous avons aujourd'hui presque 350 personnes là-bas. Ce qui veut dire, d'un point de vue RH, qu'on a fermé pas loin de 350 postes ailleurs. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé avec le comité d'entreprise européen, les élus, etc. Et pourquoi ça s'est bien passé? Là aussi, on touche la transformation parce que la direction générale avait fait un choix auquel je me suis farouchement opposé. Et je suis content de le dire comme ça, heureusement que j'avais raison. Je le dis, c'est la transformation. Je caricature, je vais vous expliquer pourquoi par rapport à ça. Sur la mise en place de ça, la règle de conduite de la recommandation était de dire on crée un centre de services partagé et on harmonise les politiques et les pratiques. C'est-à-dire qu'on veut que dans le centre, les pratiques soient les mêmes pour tous les pays. Si je fais de la comptabilité, facturation, paiement, fournisseur, je veux que ça soit la même chose partout. On ne transforme pas efficacement une entreprise sur un projet de cette nature sur des principes d'harmonisation. Le principe d'harmonisation est un mauvais principe. Le bon principe, c'est un principe de mise en harmonie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir Madame Michu en Allemagne, qui est comptable. Et vous lui dites, on va au centre de services partagés au Portugal, donc votre activité va y aller. Et comme on a décidé d'harmoniser, non seulement on vous prend votre boulot, mais en plus on va en changer la nature.
qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens qui sont en Allemagne se disent non seulement on nous enlève l'activité, mais on va avoir de nouvelles méthodes de travail. Vous créez inconsciemment deux barrières. La première barrière qui est résistance-refus, et la deuxième, changement de méthode de travail. Si vous mettez deux barrières, c'est plus compliqué que si vous en avez qu'une. Donc le principe de mise en harmonie, c'est quoi? C'est nous transférons les activités telles qu'elles existent dans le centre de services partagés. C'est tout, on ne fait rien d'autre. Une fois que les activités sont transférées dans le centre de services partagés, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, il y a une équipe dans le centre de services partagés qui est chargée de mettre en harmonisation les politiques et les pratiques, mais seulement lorsqu'elles ont déjà été transférées. Ce qui vous permet de le faire avec les gens, puisque les gens sont tous ensemble sur place au même lieu géographique. Donc c'est très facile pour un responsable de ce qu'on appelle continuous improvement de réunir les comptables, fournisseurs de tous les pays et de leur dire nous allons commencer à travailler sur un programme d'harmonisation. Pourquoi? Parce que les gens travaillent ensemble et sont dans le même bâtiment. Donc ils vont pouvoir travailler en confiance, ils vont identifier les problèmes qu'ils ont et comme ils vont vouloir résoudre les problèmes, ils vont obligatoirement travailler sur des solutions d'harmonisation.